Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. L'objet de ce sous-module 4B est d'exposer les rôles clés que jouent les assureurs dans notre économie. Nous allons aussi faire le point de quelques notions de statistiques. J'ai puisé les renseignements dans ce module depuis des articles et des ouvrages portant sur les assurances, y compris l'ouvrage du professeur Denis Boivin qui figure dans le plan cours détaillé comme lecture facultative. Quant aux notions de statistiques que nous allons aborder, j'ai confirmé le tout auprès d'un actuaire agréé. Nous allons étudier les rôles essentiels des assureurs selon deux perspectives. Premièrement, les rôles privés de l'assurance et deuxièmement, les rôles publics de l'assurance. Commençons par les rôles privés de l'assurance. Il y en a deux. Tel que mentionné dans le module 1, le rôle de l'assurance est de protéger par le biais de paiement d'une somme convenue lors de la réalisation d'un événement à caractère incertain. Dans le contexte privé, cette protection financière joue deux rôles. Premièrement, la protection de notre patrimoine, c'est-à-dire de nos biens meubles et immeubles. Et deuxièmement, la protection de notre succession. L'assurance protège le patrimoine des personnes par l'indemnisation de biens meubles ou immeubles détruits, endommagés ou perdus, ou de sommes d'argent à payer à un créancier. En règle générale, les assurés ont le droit d'être indemnisés pour la valeur de leurs pertes réelles, ni plus ni moins. L'indemnisation vise à remettre l'assuré dans une position financière comme s'il n'eût été la réalisation de l'événement en question. Par exemple, si une pluie torrentielle cause une inondation de votre sous-sol de maison et que les dommages sont à concurrence de 50 000 $, y compris les frais de réparation, l'indemnité prendrait forme d'un paiement de 50 000 $ dans la mesure où vous êtes couvert pour ce sinistre. En d'autres mots, un paiement de 50 000 $ vous remettrait dans la position financière où vous seriez, n'eût été des dommages au sous-sol causés par l'inondation. En fait, la protection du patrimoine revêt de la première des deux grandes catégories d'assureurs que nous avons abordées dans le module 2, les assureurs multirisques. L'assurance protège aussi les personnes et leurs intérêts pécuniaires. C'est le cas de l'assurance vie. Comme on ne peut pas attribuer une valeur monétaire à la vie, l'assurance vie n'est pas régie par le principe d'indemnité. Au lieu, la police ou le contrat prévoit le versement d'une ou plusieurs sommes déterminées ou fixes à un bénéficiaire au décès du détenteur de police. Par exemple, Pauline souscrit à une assurance vie qui prévoit un versement de 100 000 $ à sa fille, Alice. Au décès de Pauline, en règle générale, Alice n'a qu'à prouver ce fait auprès de l'assureur afin d'avoir droit aux 100 000 $. L'assurance vie est propre à la seconde des deux grandes catégories d'assureurs que nous avons abordées dans le module 2, soit les assureurs vie. Maintenant que nous avons examiné les deux grands rôles privés de l'assurance, passons au rôle public. Dans son ouvrage intitulé « Le droit des assurances dans les provinces de Common Law », le professeur Boivin traite de trois rôles clés que joue l'assurance au niveau de la société. Premièrement, la distribution des risques. Deuxièmement, la compensation pour les dommages découlant des fautes d'autrui. Et troisièmement, l'efficience économique. Abordons ces trois rôles clés en commençant par la distribution des risques. Comme vous allez le constater, l'explication de la distribution des risques révélera en même temps comment fonctionne l'assurance. Alors allons-y en commençant avec la distribution des risques. Je cite une phrase de la page 48 de l'ouvrage du professeur Boivin. L'assurance est un mécanisme juridique qui répartit ou fait passer, par l'entremise des primes, les risques auxquels une personne est exposée à un groupe de personnes qui font face à des risques semblables en raison des caractéristiques physiques ou circonstancielles communes. Notez que le professeur Boivin réfère aux risques semblables en raison de caractéristiques communes. Abordons ces notions en plus de détails. Pour le bon fonctionnement de l'assurance, les risques assurés doivent être, dans un premier temps, homogènes. Qu'est-ce que ça veut dire, homogène? Bien, dans ce contexte, il faut réunir un grand nombre de risques de même nature qui ont des chances semblables de se réaliser et qui occasionneront des indemnités d'un ordre semblable en général.
Sans le caractère homogène des risques, le calcul statistique qui est essentiel à l'assurance devient impossible. Un même assureur peut assurer des automobiles contre le vol et des maisons contre le feu. Mais la fréquence des incendies de maison, dans le but de prédire la probabilité de survenance de tels événements, n'aide aucunement à la prédiction de la probabilité de vol d'automobile. Ceci est en raison du fait que les risques d'incendie de maison et les risques de vol d'automobile ne sont pas homogènes. Pour le bon fonctionnement de l'assurance, dans un deuxième temps, les risques assurés doivent être dispersés. Qu'est-ce qu'on entend par disperser? Bien, il faut éviter de regrouper les risques qui ont des chances de se réaliser en même temps et au même endroit. Par exemple, si un assureur avait assuré contre le feu les maisons et les commerces de Fort McMurray en Alberta, et seulement ces immeubles, cela aurait entraîné des conséquences catastrophiques pour l'assureur au printemps de 2016. Pour le bon fonctionnement de l'assurance, il faut, dans un troisième temps, que les risques assurés soient divisés. Qu'est-ce qu'on entend par diviser? Il faut un bassin de risque assez vaste, de sorte que la réalisation de risques ne fait pas couler l'assureur. Imaginons qu'un assureur n'assure que 2 maisons contre le feu, soit une à Caraquet, au Nouveau-Brunswick, et l'autre à Vancouver, en Colombie-Britannique, et rien d'autre. Bien que ces risques soient homogènes et dispersés, ils ne sont pas suffisamment divisés. L'indemnité à verser en raison de l'incendie de la maison à Vancouver ferait couler l'assureur. Lorsque les risques assurés respectent les éléments homogènes, dispersés et divisés, il peut alors exister une forte corrélation entre la valeur des demandes d'indemnité anticipées et le prix des primes que les assurés seront appelés à verser. C'est ce que l'on appelle le principe de mutualité. La mutualité veut une bonne distribution des risques parmi l'ensemble des assurés et la bonne distribution du coût de protection parmi l'ensemble de ces mêmes assurés. Le principe de base de l'assurance, c'est qu'en réunissant les risques homogènes, dispersés et divisés, qui sont incertains lorsque pris isolément, mais plus prévisibles lorsqu'étudiés dans un vaste groupe, il devient possible de protéger chaque personne qui fait partie de l'ensemble. En pratique, la mutualité est un objectif qui n'est pas toujours facile à atteindre. À titre d'exemple, les risques peuvent ne pas être suffisamment divisés pour la mutualité lorsqu'un assureur assure d'énormes raffineries de pétrole ou des centrales nucléaires. Dans ces deux cas, la valeur des sinistres peut s'élever à des milliards de dollars. C'est pourquoi les assureurs ont inventé des techniques de partage ou de division des risques. Abordons 2 de ces techniques, la coassurance et la réassurance. La coassurance est un partage d'un même risque entre plusieurs assureurs au sein d'un contrat avec l'assuré. Dans le cas de la coassurance, la police comprend au moins 2 assureurs et les modalités de celle-ci prévoient généralement la proportion du risque que chaque assureur s'engage à assurer. Par exemple, une police peut prévoir que l'assureur A assure 50% du risque, l'assureur B assure 30% du risque et l'assureur C assure 20% du risque. À titre d'information, les assureurs du marché d'assurance Lloyd's, qui sont reconnus comme experts en assurance de risque unique ou très spécialisés, font souvent recours à la coassurance, telle que le démontre la jurisprudence concernant ce groupe. J'arrête ici un instant pour vous partager un brin d'histoire. Le marché d'assurance Lloyd's a vu le jour au XVIIe siècle dans un café opéré par Edward Lloyd près des quais de Londres. Un marché d'assurance s'est développé au sein du commerce de M. Lloyd où les propriétaires de navires et de cargaisons sur les navires pouvaient se procurer de l'assurance maritime. On faisait circuler un document qui faisait état du risque à assurer. Ce document portait le nom de slip. Et ceux qui étaient disposés à assurer le risque y apposaient leur signature, un geste qui portait le nom de scratch. Dans le cas d'un slip avec plusieurs scratch,
la proportion de risque que chacun assurait était précisée sur le slip. Allez voir le site web de Lloyd's et vous verrez que cette pratique, bien que modernisée et qui ne se passe plus dans un café, existe encore. Passons maintenant à une autre technique de partage ou de division de risque, la réassurance. Contrairement à la coassurance, la réassurance se passe généralement à l'insu de l'assuré. La raison est que le contrat de réassurance est un contrat distinct de la police et auquel l'assuré n'est pas une partie. Comme le nom le laisse entendre, la réassurance signifie assurer de nouveau. En fait, c'est l'assurance de l'assureur. Un contrat de réassurance est un contrat par lequel une société d'assurance, nommée réassureur, assure, en contrepartie d'une prime, une autre société d'assurance, nommée cédante, contre le risque que la cédante a pris au terme de ses polices qu'elle a émises. Enfin, la coassurance et la réassurance sont des techniques de partage ou de division des risques. Ces techniques sont en réponse au fait que le principe de mutualité, bien que ciblé comme objectif, n'est pas toujours atteint, et que parfois ne peut simplement pas être atteint. Avant de passer au deuxième rôle public que joue l'assurance, j'aimerais apporter une précision en ce qui concerne le principe de mutualité. Comme nous l'avons discuté, la mutualité a comme objet à la fois une bonne distribution des risques et une bonne distribution des primes. Les statistiques sont indispensables pour le calcul des primes et une bonne distribution des risques. En fait, on peut maîtriser la probabilité de survenance d'un événement, comme l'incendie d'une maison au Canada, avec des études statistiques portant sur un très grand nombre de cas et sur des périodes longues. On peut prédire la probabilité de survenance d'un événement avec suffisamment de certitude pour en tirer des conclusions chiffrables. Par exemple, si vous jouez à pile ou face 2 fois, ou même 10 fois, il existe une forte probabilité que vous n'obtiendrez pas une répartition de 50-50 entre pile et face. Mais plus vous jouez à pile ou face, plus la répartition se rapproche de 50-50. Jouez 10 000 fois et la répartition sera très proche de 50-50. Jouez 100 000 fois, la répartition se rapproche davantage à 50-50. C'est ce que l'on appelle la loi des grands nombres. C'est-à-dire, plus une expérience est répétée, plus les résultats de cette expérience se rapprochent de la probabilité de survenance d'un événement. Il s'agit ici de la théorie des probabilités appliquée au grand nombre, qui rend l'assurance possible. C'est au mathématicien français Blaise Pascal que nous devons la loi des grands nombres. L'ancien premier ministre britannique, Winston Churchill, disait même que l'assurance, et je cite, mettait la vertu de la magie des grands nombres au service des millions des sinistrés. J'ouvre une parenthèse. On pourrait dire la même chose des institutions de dépôt fractionnaire. Elles mettent la vertu magique des grands nombres au service des millions d'emprunteurs. Tel que nous l'avons discuté précédemment, les institutions de dépôt prêtent une fraction importante de l'argent que leur confient les déposants. Ceci est en raison que les institutions de dépôt prédisent que seulement une petite fraction est nécessaire pour répondre aux demandes habituelles des retraits, comme les orfèvres de Londres l'avaient constaté au milieu du XVIIe siècle. Je ferme la parenthèse. Ceci met fin à notre discussion au sujet de la distribution des risques comme premier rôle public de l'assurance. Passons maintenant au deuxième rôle public que joue l'assurance, la compensation pour les dommages découlant des fautes d'autrui. Les assurés ne sont pas les seuls qui peuvent être compensés par l'assurance. L'assurance peut aussi protéger les personnes par le versement d'une ou plusieurs prestations lorsque la responsabilité délictuelle, par exemple, est engagée. Cette protection de personnes, que l'on appelle assurance responsabilité, revêt des assureurs multirisques. Comme le précise le professeur Boivin à la page 49 de son ouvrage, l'assurance responsabilité sert de bouclier et d'épée. Je le cite.
Ce type d'assurance est couramment qualifié de bouclier en ce sens qu'il protège les assurés lorsque leur responsabilité personnelle est engagée. Toutefois, il s'agit aussi d'une épée permettant à quiconque d'accéder à un fonds d'indemnisation garanti. Je ferme la citation. Des exemples d'assurance responsabilité comprennent l'assurance responsabilité automobile obligatoire pour conduire un véhicule et l'assurance responsabilité professionnelle des avocats, médecins, dentistes et comptables. L'assurance responsabilité protège deux groupes. Premièrement, l'assuré de pertes pécuniaires en raison de sa faute envers autrui, et deuxièmement, les personnes qui sont victimes de la faute de l'assuré, comme par exemple les passagers dans le cas de l'assurance responsabilité automobile et les patients de dentiste dans le cas de l'assurance responsabilité professionnelle. Dans votre cours de droit des contrats, vous avez été enseigné le principe de la relativité contractuelle, en anglais « The Doctrine of Privity ». C'est le principe selon lequel un contrat ne peut généralement pas conférer des droits ou imposer des obligations à une personne qui n'est pas partie à celui-ci. En droit des assurances, ce principe fait l'objet d'exceptions afin de mener à des résultats que les législateurs et les tribunaux jugent équitables à la fois pour l'assureur, l'assuré et une personne lésée en raison de la faute de l'assuré. La branche d'assurance responsabilité en est une de ces exceptions. Par exemple, l'article 132 de la Loi sur les assurances de l'Ontario prévoit ce qui suit à l'exception de l'assurance responsabilité automobile. Et je cite. Lorsqu'une personne, premièrement, engage sa responsabilité par suite de blessures ou de dommages à la personne ou au bien d'autrui, deuxièmement, est assurée contre cette responsabilité, troisièmement, omet de satisfaire à un jugement la condamnant à des dommages-intérêts à cause de sa responsabilité, et, quatrièmement, qu'un rapport indiquant qu'un bref d'exécution décerné contre elle à cet égard n'a pas été exécuté, la personne qui a droit aux dommages-intérêts peut recouvrer, au moyen d'une action contre l'assureur, le montant du jugement qu'à concurrence de la valeur nominale de la police d'assurance. Quant à l'assurance responsabilité automobile, l'article 258 de la même loi ontarienne crée un mécanisme semblable mais plus souple. Il est plus souple car la personne lésée, à titre de créancier en raison d'un jugement par un tribunal, peut invoquer son droit de recouvrement directement auprès de l'assureur. C'est-à-dire que la personne lésée n'est pas tenue de démontrer que la partie défenderesse est en défaut de payer la somme découlant du jugement. Alors voilà qui met fin à notre discussion au sujet de la compensation pour les dommages découlant des fautes d'autrui comme deuxième rôle public de l'assurance. Passons maintenant au troisième rôle public que joue l'assurance, l'efficience économique. L'ancien premier ministre britannique Winston Churchill disait ceci à propos de l'importance de l'assurance. Si cela m'était possible, j'écrirais le mot assurance dans chaque foyer et sur le front de chaque personne, tant je suis convaincu que l'assurance peut, à un prix modéré, libérer les familles de catastrophes irréparables. Les propos de Churchill font allusion au troisième rôle public que joue l'assurance, l'efficience économique. L'assurance représente une façon efficace et relativement peu coûteuse de la perspective du ratio coût-bénéfice de gérer et limiter plusieurs risques financiers. Par exemple, pour une prime d'environ 1 000 $ par année, un conducteur prudent de 40 ans peut assurer sa voiture modeste et sa responsabilité derrière le volant jusqu'à concurrence de 2 millions de dollars. Ceci est en raison du principe de mutualité et les techniques de partage ou de division du risque parmi les assureurs, comme la réassurance. Imaginez le cas très malheureux où ce conducteur, par sa négligence, blesse un autre conducteur et que l'indemnité des blessures de ce conducteur lésé s'élève à 1 million de dollars. Le conducteur fautif et le conducteur lésé auraient tous les deux subi d'énormes difficultés financières si le patrimoine du conducteur fautif ne s'élevait qu'à 500 000 $ et si celui-ci n'était pas assuré. Mais pour une prime annuelle relativement modeste, ces difficultés financières peuvent être évitées.
Alors, pour résumer ce que nous venons d'aborder, les assurances jouent au moins 5 rôles clés dans l'économie. Premièrement, l'assurance joue le rôle privé de protéger le patrimoine des personnes. Deuxièmement, l'assurance joue le rôle privé de protéger les intérêts pécuniaires des successions. Troisièmement, l'assurance joue le rôle public de distribuer les risques parmi des groupes importants de la société. Quatrièmement, l'assurance joue le rôle public de compenser les dommages découlant des fautes d'autrui. Et cinquièmement, l'assurance joue le rôle public de l'efficience économique. C'est au moins en raison de ces 5 rôles importants que les assureurs sont si fortement réglementés. Voilà donc qui met fin à cet enregistrement. À la prochaine.